1 460 € sont dépensés chaque seconde en France pour protéger l'environnement. Grand absent des considérations politiques, il y a seulement 30 ans, le développement durable est devenu une cause à défendre et un intérêt à partager, peut-être encore plus ici en Pays de Savoie, dans les Alpes du Nord, territoire d'exception. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de documentaire, ici dans la vallée de Chamonix, capitale de l'alpinisme. Aujourd'hui, dans Documentaire, état des lieux et conséquences du changement climatique en Pays de Savoie avec Christophe Schex. Direction la réserve naturelle des Contamines Montjoie, nous partirons à la rencontre du lagopède, espèce qui vit difficilement les dérèglements climatiques. Dans notre grand format aujourd'hui, Olivier Thévenet, rédacteur en chef d'Alpes Magazine, a rencontré Ludovic Ravanel, géomorphologue et accompagnateur en montagne. La montagne, son terrain de jeu, et l'environnement, sa préoccupation. Et puis nous comprendrons que la montagne s'affiche et se consomme différemment au travers d'un calendrier bousculé par le réchauffement de notre planète. Une montagne qui change, c'est aussi un tourisme qui évolue. La nature se réveille aujourd'hui 2 semaines plus tôt qu'il y a 30 ans. Dans le même temps, la température de nos lacs a augmenté de près de 1 degré. Les glaciers fondent alors que l'eau devient rare. Ce constat pourrait susciter l'inquiétude, il doit au contraire provoquer des réactions. Pour mieux comprendre l'évolution de notre climat en montagne, nous avons rencontré Christophe Schex, spécialiste de la question en Pays de Savoie. Sur les 30 dernières années, le climat s'est vraiment réchauffé. On a connu ce qu'on appelle un changement de climat. Ça a été les 30 années les plus chaudes, qui ont été de 1 à 2 degrés plus chaudes que, par exemple, celles d'avant, des années 60. Donc là, on a vraiment un réchauffement. C'est la manifestation la plus sensible, la plus forte, en fait, du réchauffement climatique. Et c'est aussi un dérèglement climatique puisque, et ça je pense que tout le monde l'a constaté depuis quelques années, effectivement on se retrouve, alors parfois c'est des phénomènes météorologiques mais en même temps ça dure dans le temps, donc on se retrouve avec des périodes qui en gros n'ont rien à faire là, à la fois de chaud, de sécheresse, de froid, de pluie, etc. qui s'enchaînent de manière on va dire assez étonnante. C'est ce qu'on appelle la variabilité. Et en fait, cette variabilité, elle augmente, on le voit bien, et elle augmentera notamment avec un réchauffement climatique encore plus fort. Alors, la chose la plus visible, évidemment, c'est le retrait des glaciers. Ça, c'est ce qui marque le plus. C'est notamment lié surtout aux étés très chauds qu'on a connus les 10 dernières années. Il y a une autre chose qu'il faut aussi vraiment comprendre, c'est que le réchauffement climatique, depuis 30 ans, s'est énormément concentré sur la période printanière et estivale, mais aussi énormément au printemps, ce qui fait qu'on a un réchauffement qui arrive très fort dès mars-avril et qui fait énormément aussi fondre à ce moment-là la neige qui est présente. Et ça raccourcit d'autant plus les périodes, notamment de ski. Bon, à partir d'une certaine altitude, même avec un réchauffement qui serait 2 à 3 fois plus fort que celui d'aujourd'hui, il y aurait quand même de la neige. Par contre, la variabilité augmenterait. Il y aura des années avec presque pas de neige, des années avec de la neige suffisante, voire même beaucoup. Donc simplement que ça va complexifier surtout la gestion, le modèle économique des stations de ski. Mais au-dessus d'une certaine altitude, et aujourd'hui on estime pour les Pays de Savoie en gros au-dessus de 1500 à 1800 mètres, c'est des fourchettes, il ne devrait pas avoir trop de problèmes si on arrive justement à trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas d'impact économique trop fort sur notamment, et ça c'est ce qu'on craint le plus, une succession d'années avec peu de neige. Comment s'en remettre d'un point de vue économique, voilà, c'est un peu ça, donc bon, il faut réfléchir. Par contre, à basse altitude, autour de 1000 mètres, aujourd'hui il y a déjà des fortes tensions et à ce niveau-là, les modèles sont sans équivoque vis-à-vis de l'avenir de l'enneigement. Tous les écosystèmes, la faune, la flore réagissent au réchauffement et à ce moment-là, elles vont chercher une zone qu'elles connaissent, qui va être ici à ce moment-là un peu plus froide, qu'on va trouver à la fois en altitude, mais aussi en latitude, elles vont remonter du sud vers le nord. Ce qui provoque un peu une méditerranisation, si on veut, des Alpes du Nord, à la fois d'un point de vue climatique, mais aussi de la végétation. Donc voilà, on a des espèces qui remontent, on l'a vu notamment avec certaines espèces de plantes, comme des orchidées,
Et aujourd'hui, notre inquiétude, elle est plus sur des espèces qu'on appelle patrimoniales, qui sont à la fois des plantes, en fait, qui sont issues de l'ère glaciaire, qu'on appelle arctico-alpines, donc toutes des plantes qui sont situées tout en haut des montagnes et qui n'ont plus en fait de zone ensuite pour migrer, et aussi certains animaux comme le lagopède typiquement ou le tétranien. Si nos paysages changent, parfois même sous nos yeux, la faune souffre elle aussi des changements climatiques. Il existe plus de 300 réserves naturelles partout en France et c'est d'ailleurs la Haute-Savoie qui en dénombre le plus. Des réserves naturelles qui accueillent et protègent de nombreuses espèces et c'est dans l'une d'elles, au Contamine-Montjoie, que nous avons rencontré le lagopède. Alors, je suis garde des réserves naturelles de Haute-Savoie. En poste et en permanence au Contamine-Montjoie. Donc mon métier répond aux objectifs qui sont fixés par les réserves naturelles, à savoir la protection dans un premier temps, donc assurer la protection du territoire à travers des patrouilles sur le terrain pour la surveillance du site, puisque c'est un espace protégé, donc il y a une réglementation sur ce site. Alors la réserve naturelle des Contamine-Montjoie a une grande particularité. C'est la réserve la plus haute de France et surtout la plus étagée. Donc elle s'étend de 1000 mètres grossièrement à 4000 mètres d'altitude, donc des portes du village jusqu'au sommet du bassin versant du glacier de Trait-la-Tête. Donc inévitablement, c'est un des sites les plus appropriés pour la recherche, liée notamment au réchauffement climatique. On suit notamment le glacier de Trait-la-Tête. On a d'autres études relatives à tout ce qui est réchauffement ou présence de systèmes glaciaires. Et puis enfin, on abrite d'autres études, comme l'étude d'un oiseau particulier, le lagopède alpin, appelé également perdrix blanche de montagne. Le programme de recherche a permis de mettre en avant des premiers résultats sur le lagopède alpin, à savoir en premier lieu une reproduction vraiment très très basse, avec moins d'un poussin par poule à l'issue de la période de reproduction, en moyenne sur tous les oiseaux étudiés. D'autres résultats ont été mis en avant, c'est sur la dispersion des oiseaux et leur utilisation de l'espace. On se rend compte qu'ils peuvent passer d'un massif à l'autre en fonction du site de reproduction, du site d'hivernage. Le programme a mis en avant également une sensibilité de l'espèce aux activités anthropiques, aux activités humaines, que ce soit la perte de son milieu par l'aménagement de la montagne dans un premier temps, et puis enfin, et surtout, mais ça on n'a pas de résultat à proprement dit, le lagopède alpin est vraiment un curseur et doit être considéré comme un indicateur du réchauffement climatique. C'est une espèce qui, à 20 000 ans d'années, vivait dans les plaines, qui a reculé avec le recul des glaciers, donc qui est désormais cantonné, chez nous dans les Alpes, qui est cantonné entre 1800 mètres et 3000 mètres d'altitude autour, dans cet étage alpin, dans cet étage nival. Inévitablement, le réchauffement a eu un impact et en aura encore. Et demain, qu'en sera-t-il? Qu'en sera-t-il sur ces espèces reliques glaciaires si les températures continuent à monter, si on continue d'avoir cette perte quelque part de milieu favorable? Ludovic Ravanel, chamoniard, est accompagnateur en montagne, mais il est aussi et surtout géomorphologue et chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Environnement et Dynamique des territoires de montagne. Olivier Thévenet est allé à sa rencontre, ici un petit peu dans son terrain de jeu, une rencontre pour aller plus loin sur ce que nous vivons aujourd'hui en matière de climat et ce qui nous attend demain en plaine comme en montagne. Alors Ludovic, première question toute simple et presque peut-être un peu naïve. Pourquoi le réchauffement climatique est-il plus marqué, plus fort dans les Alpes et en montagne en particulier que dans d'autres territoires? Alors c'est une fort bonne question et même les climatologues se cassent pour l'instant un petit peu les dents. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il y a une grande différence entre
ce qu'on peut considérer comme étant une moyenne globale et ce qui se produit en haute montagne. Pour preuve, sur l'ensemble du XXe siècle, on a pris à peu près 0,74 degrés à l'échelle de la planète tout entière. Et dans les Alpes, ici par exemple à Chamonix, on a des températures qui sont mesurées en continu depuis les années 1930. Et déjà en 3/4 de siècle, on a pris plus de 2 degrés. Donc effectivement, il y a un effet amplificateur en haute montagne. Et une part de l'explication, c'est le fait que les glaciers, la neige, etc. a tendance à renvoyer l'énergie. Et quand ces glaciers se retirent, à la place, il y a des terrains rocheux qui vont avoir plutôt tendance à emmagasiner l'énergie et du coup la restituer à l'atmosphère, accélérant ainsi cette augmentation des températures en montagne. On a un peu le même phénomène qui se passe dans les zones arctiques ou antarctiques. Exactement, exactement. C'est pour ça que les milieux polaires aussi sont des régions qui se réchauffent plus rapidement que cette échelle globale. Alors nous sommes ici presque au pied des plus grands et des plus beaux glaciers des Alpes, la mer de glace, les Bossons, le glacier du Tour, Argentière. Glaciers qui sont aussi, on peut dire, les premières victimes un peu de ce réchauffement climatique, puisque je crois qu'en une quarantaine d'années, ils ont perdu près de 26% de leur volume, 26% de leur surface, pardon, et un tiers du volume. On imagine que ça va continuer. Quelles vont être un peu les conséquences? Qu'est-ce que ce paysage va complètement être modifié d'ici, peut-être pas quelques années, mais quelques dizaines d'années? Il y a des témoignages pas si anciens que ça qui montrent les glaciers alpins allant jusque dans les villages. C'était il y a encore un siècle et demi, à la fin du petit âge glaciaire. Et c'est vrai que depuis, on a un recul quasi continu, avec une toute petite avancée dans les années 1880, dans les années 1920 et pour la toute dernière fois dans les années 80. Et par contre, depuis les années 80-85, là c'est vrai qu'on a un retrait généralisé des glaciers et ça change effectivement les paysages. Il suffit d'aller par exemple au Montanvert pour voir quelque chose qui n'a plus rien à voir du tout avec ce qui a été vu par les premiers touristes en 1741. On a un glacier qui est complètement couvert de cailloux, on a des parois qui évoluent aussi. C'est vrai que dans ces milieux d'haute montagne, on a beaucoup de changements, des milieux qui sont très sensibles au réchauffement climatique. Et ces changements, quelles vont être les conséquences de ces changements, de ce recul des glaciers, à la fois j'imagine sur peut-être plus de risques naturels, je pense que c'est des choses qui sont observées aujourd'hui, mais... On a des conséquences qui sont finalement assez larges et variées. Ça va du tourisme, parce que les glaciers étant moins beaux, peut-être qu'ils attirent moins, jusqu'à la production hydroélectrique. Quand un glacier se retire et qu'il y a un captage qui est mis à ciel ouvert, ça change la donne, il faut recreuser des galeries, etc. Et puis en termes de risque aussi, ça change, dans la mesure où de l'eau de fusion peut être concentrée pendant une période donnée à un endroit et ensuite se vidanger brutalement. Ça donne lieu à des ruptures de poches d'eau, ce qui peut causer effectivement des risques. Il y a des fronts glaciaires qui aujourd'hui se cassent la figure. On a donc tout un cortège d'effets liés à cette évolution du climat en montagne. Et au-delà des glaciers, en fait, il y a aussi des conséquences, et on l'a vu pas très loin d'ici, parce que du coup, avec des véritables effondrements de parois entières de montagne, là aussi, c'est une des conséquences du changement climatique. Tout à fait. C'est vrai qu'on a l'habitude, quand on parle des milieux de haute montagne, de regarder ce qui se passe au niveau des glaciers, le retrait du front, l'abaissement des surfaces. Mais il y a d'autres phénomènes un petit peu plus insidieux, et en particulier la rupture de pans entiers de montagne. On a les Drues juste en face de nous. Et là, en 2005 par exemple, il y a 265 000 m3 de roches qui sont tombées. C'est quand même 5 fois le volume de l'Arc de Triomphe. Et ça, c'est lié également au réchauffement climatique. La glace qui est présente dans les fractures de la roche, qui a tendance à cimenter les montagnes, dégèle. Et donc, des pans entiers de versants se déstabilisent. Alors, ces changements qu'on peut parfois observer à l'œil nu, on imagine très bien que ça va avoir des conséquences, tu l'as évoqué en quelques mots, sur la pratique de la montagne et de la haute montagne. Alors, évidemment, je pense que les alpinistes sont les premiers concernés, mais également toute l'activité touristique qu'il peut y avoir autour de ces montagnes, de ces glaciers. Et ici, au cœur du massif du Mont-Blanc, cette activité est bien présente. Alors effectivement, il y a des effets pour les touristes qui restent en bas de vallée et qui voient le paysage se modifier. Il y a des effets pour les randonneurs qui accèdent par exemple au refuge de haute montagne. Il est de plus en plus problématique de passer du glacier au versant. C'est le cas dans tout le bassin de la mer de glace par exemple.
Et puis il y a de gros effets aussi sur l'alpinisme, dans la mesure où il y a un changement de saisonnalité, des courses qu'on pouvait faire autrefois l'été, aujourd'hui on va plus les faire au printemps, voire même en fin d'hiver. Il y a des itinéraires qui sont complètement abandonnés parce que le risque est devenu trop important, notamment dans des parois qui autrefois étaient complètement englacées, et ces couvertures de glace et de neige ont complètement disparu. Donc les blocs qui autrefois étaient enchâssés dans la glace aujourd'hui deviennent instables. Donc il y a une vraie évolution et une obligation d'adaptation de la part des gens qui pratiquent ces milieux. Alors, en tant que, j'allais dire, simple montagnard, on n'est pas scientifique, donc on a tendance à observer plutôt la météo que le climat, et on se dit que finalement, par exemple, les 2-3 derniers hivers étaient plutôt des hivers plutôt rudes, donc on peut être parfois un peu sceptique sur ce changement climatique, mais il y a quand même une différence entre la météo qu'on observe quasiment au quotidien et le climat qui, lui, s'observe sur une plus longue durée, quoi. La météorologie, c'est prévoir le temps qu'il va faire dans 2 jours, 3 jours, 1 semaine. La climatologie, c'est l'étude de grandes tendances. Donc effectivement, quand on ouvre ses volets le matin, on a tendance à regarder le temps qu'il fait et à en déduire certaines choses par rapport à l'évolution du climat. En fait, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut regarder les tendances lourdes, il faut regarder les moyennes annuelles, les moyennes décennales pour identifier la véritable évolution du climat en termes de température et éventuellement de précipitations. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous concerne le jour J, mais il faut voir un petit peu plus large. Et du coup, il y a quand même une certaine difficulté, j'imagine, à sensibiliser les populations Bien sûr. à un changement peut-être qu'elles ne verront même pas, ou qu'elles perçoivent de façon très anecdotique de temps en temps, j'allais dire, et du coup à les sensibiliser à changer certaines pratiques pour que effectivement le changement climatique ou le réchauffement climatique soit moins brutal que prévu. Les changements, on les voit, mais c'est vrai qu'il y a des périodes un petit peu particulières comme des hivers froids. L'année dernière, pendant le mois de février, ou il y a 2 ans, on avait eu une quinzaine particulièrement froide. Alors c'est vrai que les gens ils se disent finalement cette idée de réchauffement climatique, peut-être que c'est pas aussi fondé que ça. Et encore une fois, quand on regarde les tendances, c'est quand même très clair. Et il est beaucoup plus facile de parler du réchauffement climatique pendant un été caniculaire comme en 2003, c'est sûr, que pendant une période froide d'un hiver récent. Et on a quand même, le réchauffement climatique et le changement climatique, c'est aujourd'hui des impacts ou des conséquences qui peuvent être au niveau local, mais avec, j'allais dire, des changements de pratiques qui doivent être plutôt au niveau global, donc on peut se sentir un petit peu désarmé par rapport à ça aussi. Les effets ont tendance à être locaux alors qu'il s'agit d'une dynamique globale. Et pour remédier aux conséquences problématiques du réchauffement climatique, effectivement, on peut agir localement, mais il faut quand même qu'il y ait une grosse action à l'échelle globale, donc à l'échelle des pays tout entiers. Et c'est vrai qu'on se sent un petit peu démuni à notre échelle par rapport à un processus qui affecte le monde entier, quoi. Est-ce qu'en tant que scientifique, parfois effectivement on se sent pas un peu, on n'a pas l'impression un peu de prêcher dans le désert, parce que j'allais dire à la fois le niveau politique ou le niveau économique n'est pas toujours à l'écoute et n'a pas toujours les moyens de réagir aussi vite que nécessaire? On pourrait voir les choses comme ça, mais quand on travaille en montagne, les phénomènes sont tellement rapides, les évolutions sont tellement rapides que ça donne quand même du poids à ce qu'on raconte. Ludovic et Olivier viennent d'en parler, tourisme et changement climatique sont liés. Il existe plus de 2000 stations de ski sur la planète, mais demain et après-demain, si la neige vient à manquer, combien en restera-t-il? La France est l'une des premières destinations ski dans le monde. Alors comment les professionnels de la montagne imaginent l'avenir de cette économie? La réponse en images avec le directeur de Savoie-Mont-Blanc. L'idée, bien entendu, c'est d'attirer, c'est la promotion, c'est se faire connaître, tout en restant ce que l'on est véritablement, sans essayer de travestir la réalité, l'identité réelle des choses. Chacun, effectivement, est bien conscient aujourd'hui des changements, des changements climatiques, des changements qui sont en cours. Je crois que dans le quotidien des gens, chacun l'a bien maintenant intégré. Donc comme il y a cette prise de conscience, il y a indirectement des changements de comportement. Nos clients, les consommateurs, les touristes ne se comportent plus aujourd'hui parce qu'ils ont intégré parfaitement, comme tout citoyen, ces
cette considération, ne se comportent plus comme avant, et donc n'ont plus les mêmes besoins, les mêmes attentes, et donc nécessairement on doit adapter nos arguments, nos discours, nos présentations à ces nouveaux comportements. On ne peut plus aujourd'hui communiquer comme on communiquait peut-être il y a une vingtaine, une trentaine d'années, parce que les attentes, les besoins des consommateurs, notamment en matière d'environnement, de respect, d'approche honnête, transparente. Voilà, il y a des nouveaux besoins qui ne s'expriment pas simplement dans le tourisme, mais qui s'expriment dans tous les champs de la communication. Donc ces champs ont changé et donc on adapte effectivement notre communication en conséquence. On est dans des temps qui sont des temps un petit peu longs quand même. Donc comment les choses seront véritablement dans 20 à 30 ans, on ne le sait pas. On sait que ça change. Quels vont être précisément effectivement les changements, comment cela va se traduire. Je crois qu'on n'a pas une vision très claire. On commence déjà à réfléchir à des évolutions. Encore une fois, on est tiré non pas simplement par notre volonté, mais on est tiré essentiellement et avant tout par les attentes des consommateurs. Hein. Donc on voit bien comment ils vivent, comment ils se comportent et on s'adapte à ce qu'ils souhaitent. Donc il y aura des changements, mais je crois qu'on va les construire d'abord dans le temps, dans la durée, progressivement, en voyant un peu comment les choses peuvent se faire. Ouais. On sait simplement qu'on restera attentif à rester respectueux des choses, de la nature, de notre environnement, respectueux de nos clients, ça c'est important aussi, satisfaire nos clients, et puis respectueux des habitants, des gens qui sont sur ce territoire, qui vivent de ce territoire, et qui doivent demain continuer à pouvoir y travailler et à développer leur vie enracinée sur ce beau territoire. Des questions de consommation énergétique liées à l'hébergement sont des questions aujourd'hui qui sont dans tous les programmes de rénovation. Et d'ailleurs, souvent, les programmes de rénovation sont entrepris parce que l'hébergement tel qu'il avait été conçu il y a quelques années est aujourd'hui complètement obsolète et que ça coûte beaucoup trop cher et qu'il n'y a pas d'équilibre économique possible. Et donc, il faut vraiment revoir ces questions. C'est également le cas sur l'exploitation des domaines skiables. Je crois qu'aujourd'hui, un exploitant de domaine, il fait effectivement extrêmement attention à ces questions parce que l'énergie coûte cher, parce que il le sait bien, il y a des mesures aujourd'hui adaptatives qui peuvent être prises. Le consommateur lui-même, d'ailleurs, il a pris conscience de ses besoins et il est prêt aujourd'hui, dans sa consommation, à partager ses modes de circulation. Les gens essayent de s'adapter, chacun essaye de mettre en place des solutions, mais encore une fois, on est touriste, mais on est avant tout citoyen. Ce sont des gestes, des habitudes auxquelles aujourd'hui on est sensible, qui sont rentrés dans nos modes de consommation, donc on les met en œuvre et puis on les recherche pendant les vacances. Faune, flore, paysage, tourisme, économie, les changements climatiques n'épargnent rien ni personne. Une évolution que nous subissons, mais que nous accentuons aussi. Nous sommes donc aussi les propres acteurs de notre futur en matière d'environnement, une réalité que la planète doit mesurer et que chacun, dans son propre territoire, doit influencer au travers d'un comportement plus vertueux. C'est la fin de ce numéro de documentaire tourné ici, au pays du Mont Blanc, l'un des territoires les plus appréciés en France, mais aussi et surtout l'un des plus fragiles.